Bonjour à tous, je parle aujourd'hui de la constipation habituelle de l'enfant polyhandicapé. Pour comprendre parfaitement cette vidéo, il faut avoir regardé la première vidéo sur le fonctionnement normal du gros intestin et de la défécation. La constipation, c'est quoi? La fréquence de la défécation est variable d'un individu à l'autre, de 2 fois par jour à 3 fois par semaine. On parle de constipation lorsque la fréquence de la défécation est inférieure à 3 fois par semaine. Cette rétention de caca dans l'abdomen s'accompagne d'un inconfort, voire de douleur. Les tentatives d'évacuation peuvent être difficiles, douloureuses, et le caca produit est incomplet et trop sec. La matière restée dans le ventre produit des gaz qui vont distendre l'intestin, gonfler l'abdomen. Cette pression augmentée peut appuyer sur l'estomac et favoriser le reflux gastro-œsophagien. Voir la vidéo sur ce sujet. Pourquoi la constipation? Les causes de constipation de l'enfant polyhandicapé sont les mêmes que chez l'enfant ou l'adulte en bonne santé, mais elles sont plus présentes et aggravées par les troubles neurologiques. Premièrement, il y a le ralentissement du transit. Il est d'autant plus important que la fréquence nerveuse est atteinte. Mais il manque aussi chez l'enfant polyhandicapé les facteurs de stimulation de cette motricité, comme la verticalisation ou la déambulation spontanée. Deuxièmement, l'insuffisance en eau est plus fréquente du fait de la difficulté à faire boire l'enfant polyhandicapé. Troisièmement, la pauvreté des repas en fibres, qui s'explique par le fait qu'il est difficile d'alimenter l'enfant et que l'on réduit ses portions à une alimentation calorique au détriment des aliments riches en fibres. Quatrièmement, le stress et les douleurs sont aussi des facteurs de constipation importants. Je me souviens d'un jeune adolescent polyhandicapé qui souffrait d'une part d'une constipation chronique, obligeant à des lavements hebdomadaires, et d'une luxation de la hanche extrêmement douloureuse. La chirurgie de la hanche a permis de réduire les douleurs orthopédiques, mais aussi la constipation de façon immédiate. Quels sont les risques de la constipation? Plus la constipation perdure, plus la matière s'accumule dans le gros intestin. Elle s'assèche, ce qui rend difficile et douloureuse son expulsion. Le risque est d'évoluer vers le fécalome, dont nous parlerons dans une autre vidéo. Il ne faut donc pas laisser se prolonger la constipation, mais assurer l'évacuation des matières et adapter le régime de l'enfant pour prévenir la récidive. Nous allons voir à présent comment traiter la constipation chez l'enfant polyhandicapé. Premièrement, l'équilibre alimentaire. Il faut suffisamment d'eau et suffisamment de fibres. Mais cela reste difficile à faire lorsque l'enfant présente des troubles de la déglutition et qu'il faut adapter l'alimentation en quantité et en forme. Deuxièmement, stimuler la motricité intestinale. Quel est le bon moment? Il y a des moments favorables pour déclencher la défécation. Rappelons que c'est le cerveau qui déclenche ce processus. Cela peut être après le petit déjeuner, lors de la verticalisation ou du bain chaud. Il faut détecter le moment favorable qui enclenche le processus et en faire une habitude pour assurer une évacuation régulière. La verticalisation ensuite, qu'elle soit passive dans un verticalisateur ou active par la marche aidée, stimule la motricité intestinale et favorise la descente de la matière dans le côlon gauche grâce à la pesanteur. Il y a aussi les massages abdominaux, ils peuvent améliorer le déplacement de la matière. Massage indirect par les membres inférieurs ou massage direct, ils doivent être appris par un professionnel. Nous ferons une vidéo sur le sujet. Ils sont interdits cependant en cas de reflux gastro-œsophagien. La stimulation du rectum, enfin, il existe en effet un suppositoire effervescent prescrit par le médecin qui dilate le rectum et peut déclencher la défécation. Troisièmement, les médicaments. Nous parlerons des lavements dans la vidéo consacrée au fécalome. Parlons
Premièrement, des médicaments qui remplacent les fibres. On les appelle les mucilages. Ils augmentent la quantité de matière de façon artificielle, favorisant le transit intestinal. Ils ne sont cependant pas faciles à absorber pour les enfants présentant des troubles de la déglutition. Deuxièmement, on a les lubrifiants. Ils facilitent le déplacement de la matière et la ramollissent. On utilise essentiellement la paraffine. Mais ces médicaments sont contre-indiqués en cas de troubles de la déglutition, encore une fois. Troisièmement, les capteurs d'eau. Ils retiennent l'eau dans les intestins et évitent que la matière se dessèche. Mais cela suppose que les apports en eau soient suffisants. Il faut noter que si l'enfant présente une gastrostomie, les problèmes d'hydratation et d'alimentation en fibres sont résolus puisque les apports peuvent être contrôlés avec des produits préparés, équilibrés. En conclusion, la constipation est très fréquente chez l'enfant atteint de troubles neurologiques. Elle est responsable d'une souffrance qui rompt l'harmonie des fonctions humaines et perturbe l'humeur de l'enfant et sa relation avec l'environnement. Il est nécessaire de noter sur un calendrier les productions de matière fécale et leur aspect pour surveiller le transit et adapter l'alimentation ou le traitement avant que les complications n'apparaissent. Obtenir une régularité des selles suppose une bonne collaboration familiale et soignante. Merci de votre attention, à bientôt.